Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors on poursuit nos émissions bilan de fin de saison après Groupama FDJ et Delco. On va s'attaquer à une troisième formation française, c'est-à-dire AG2R La Mondiale. Et avec moi, toujours fidèle au poste, j'ai Grégory. Salut Grégory. Salut Charles, salut tout le monde. Alors Greg, on a choisi AG2R aujourd'hui et avant de se lancer dans le détail, est-ce que j'ai raison de dire que c'est l'équipe française qui affiche le meilleur bilan de la saison? Ouais, on peut dire ça. C'est clair qu'ils ont ils ont un très bon bilan par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer peut-être avant la saison. L'équipe termine huitième du classement UCI, ce qu'on n'a pas vu depuis quand même quelques années déjà, donc c'est pas mal du tout. Et à côté de ça, on a 12 victoires. C'est vrai que H2R, c'est une équipe qui a été quand même assez réputée pour exister beaucoup sur les courses, mais en remporter peu. Mais là, 12 victoires, c'est pas mal du tout pour cette équipe et quelques victoires de prestige, notamment une victoire sur chacun des grands tours et ce sans avoir de sprinter de premier ordre dans son effectif. Donc c'est quand même un bon bilan pour cette équipe. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on a tous voté, hein, toi comme moi, Grégory, et puis l'ensemble de l'équipe des commissaires. Et si on fait la moyenne de notre note, c'est peut-être un peu petit les caractères, mais on arrive à 14,8, ce qui est plutôt pas mal et presque au niveau des grosses armadas du World Tour. Alors tu l'as dit, Greg, un des trucs vraiment marquants de la saison, et quand on a interviewé Julien Jourdi, il pointait vraiment ça aussi. C'est cette triple victoire sur les grands tours, avec trois coureurs différents, en plus c'est à noter, et comme tu l'as dit, sans sprinter, c'est vraiment un beau coup réalisé par AG2R. Ouais, c'est ça. Pas de pas de grand sprinter dans l'équipe et puis trois coureurs différents et d'un autre côté, on avait Aurélien Paré-Peintre qui avait lancé la dynamique d'entrée de jeu sur le Grand Prix de la Marseillaise. C'est vrai que ça avait bien lancé la saison et pas mal de ses équipiers se sont inspirés de cette performance pour briller tout au long de l'année. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de victoires en dehors de ça, il y a quand même eu beaucoup de courses où l'équipe a été très performante, et a pesé sur les classements, a même pesé sur les courses et le déroulement des courses. Donc c'est vrai que c'est une saison très satisfaisante et que pas mal de coureurs se sont illustrés, pas tous, mais beaucoup d'entre eux en tout cas. Ouais, tout à fait. Et puis on va rentrer un peu dans le détail maintenant, hein, suite à cette introduction, et on va suivre le fil de notre bilan, hein, celui qu'on a écrit sur le site de véloclub.net. Et on va commencer logiquement par Benoît Cosnefroy. Alors Benoît Cosnefroy, il avait été blessé en début de saison. C'est pour ça que si on regarde vraiment ses résultats bruts, on peut voir qu'il y a une grosse différence entre le début et la fin, mais c'est lié à cette blessure. Et pour nous, Greg, c'est vrai que Cosnefroy, c'était vraiment le coureur, et on parlera d'O'Connor après forcément, mais c'était vraiment le coureur qui a brillé, qui a pas mal gagné et qui a remporté aussi son premier succès en World Tour. Et puis notre photo d'illustration là que Cassandra a prise lors de la course le montre, il n'a pas battu n'importe qui parce qu'il a tapé Julien Alaphilippe à l'arrivée de la Bretagne classique. Ouais, c'est ça. C'est vrai que sa saison, elle est un peu coupée en deux, plus ou moins, avec une première partie de saison compliquée. Il a connu des soucis de genoux à l'intersaison 2020-2021, il me semble. Il a mis pas mal de temps à s'en défaire complètement. Mais par contre, sa deuxième partie de saison est vraiment très convaincante. Notamment deux victoires en l'espace d'une semaine entre la Bretagne classique et le Tour du Jura juste derrière. Et il a fait des très bons championnats d'Europe. Il manquait pas grand-chose vraiment Pour qu'il accroche Evenpool pour et jouer la Colbrelli, gagne. ouais. Donc c'était pas mal du tout. Un très bon Tour du Luxembourg, même si au final il ne joue pas le classement général, mais il a été bon sur les étapes. Il a été pas mal au championnat du monde. Pas mal du tout non plus au Trevali Varesine. Mais c'est vrai qu'on l'attend pour l'an prochain sur une saison pleine et il a toutes les qualités pour être un des grands leaders du cyclisme français. Donc, je
pense qu'on l'attendra pour ça et qu'il peut très bien être même le leader de l'équipe pour l'an prochain. Ouais, j'en profite d'ailleurs pour saluer Fabio qui nous a rejoint sur le chat et qui est un habitué de nos lives et du forum. Salut à toi Fabio et salut à Polska aussi qui nous rejoint également. Et Grégory pour finir sur Cosnefroy, c'est vrai qu'il a été très constant. Et enfin sur la période où il n'était pas blessé j'entends et même comme tu l'as dit sur les courses où il n'était pas leader, on l'a vu au Limousin, hein. Je pense que tu te rappelles comme moi de la manière dont il a invectivé Dorian Godon pour qu'il puisse essayer de sauver son maillot. Ça n'a pas été le cas, mais sur cette course-là, c'était encore lui le plus fort de l'équipe, je pense. Ouais, c'est ça. Et enfin, c'est vrai que c'est un coureur qui a quand même pas mal de qualités qui peuvent lui permettre de briller. Il a un bon punch, il a une bonne pointe de vitesse et même sur des courses assez longues, il arrive parfois à combler le déficit par rapport à des coureurs qui sont a priori plus rapides que lui au sprint. Et bah, c'est vrai que ça peut jouer pour lui faire gagner pas mal de courses à l'avenir. Et bah, c'est vrai que c'est vrai il a quand même un tempérament de leader et c'est booster aussi ses équipiers lorsqu'il n'est pas leader. Mais ouais, c'est un coureur, à mon avis, qu'on va revoir pas mal et qu'on attend vraiment sur une saison pleine l'année prochaine. Ouais, alors un autre coureur qu'on va attendre l'an prochain forcément vu les performances qu'il a réalisées cette année, c'est Ben O'Connor, hein, la révélation. Alors je pense que tu le suis comme moi depuis un moment, Ben O'Connor. Il avait réalisé un très bon Giro, je ne sais plus si c'était en 2018 ou en 2017, ma mémoire me fait un peu défaut, mais il était au port du top 10 et suite à une chute, il avait dû abandonner. Depuis, il avait un peu disparu de la circulation jusqu'au Giro l'an passé où il avait remporté une victoire d'étape. Et cette année, il a vraiment complètement explosé, Greg, parce que je pense que même chez AG2R, on ne l'attendait pas du tout à ce niveau et être capable de terminer quatrième du Tour de France. Ouais, c'est ça. Alors pour le fameux Giro, c'était en 2018. Il était aux portes du top 10 en Catalogne. Il avait fait un bon tour des Alpes et bah, il avait suivi avec le Giro. Et malheureusement, ça n'avait pas pu se terminer suite à une chute dans une descente. Alors cette année, je pense que oui, effectivement, il n'y a pas grand monde qui devait l'attendre à ce niveau-là. Et du coup, il a quand même pas mal crevé l'écran avec de nombreux top 10 sur les courses à étapes d'une semaine. Il y a quand même deux trois loupés dans sa saison à ce niveau-là au niveau des courses par étapes, mais quoi qu'il en soit, il a été quand même très performant et au niveau World Tour et il a fait un bon Paris-Nice même s'il échoue aux portes du top 10. Il a été pas mal du tout en Romandie, au Pays Basque. Il me semble qu'il a connu une chute à un moment donné et que c'est ça qui l'a empêché de jouer Mm. le général. Ouais, parce que ce Il qui est a- impressionnant, Greg, quand on regarde la saison d'O'Connor, c'est que, enfin, à première vue, on pourrait se dire que le Tour de France, c'est un peu un one-shot. Mais en fait, comme tu l'as très bien dit, pas du tout, parce qu'il fait 600 Romandie, il fait 8 Dauphiné, il est pas mal sur Paris-Nice aussi. Il y a une vraie consistance dans sa saison. C'est pas juste le Tour de France et puis le reste, rien du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Il a existé tout au long de la saison. Après, forcément, il a sans doute débranché un peu à l'issue du Tour de France, mais tout ce qui s'est passé avant, c'était pas mal du tout. Et bah, il a quand même décroché une super victoire d'étape à Tignes et qui l'a bien rapproché au classement général, mais fallait être devant ce jour-là et quand même il a gagné avec plus de 5 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants et dans des conditions il me semble qui étaient pas terribles du tout, les conditions météo pas terribles et je pense que c'était une belle victoire et bah, c'était sa plus belle victoire en carrière et à mon avis je pense qu'on devrait le revoir pour les classements généraux sur une semaine et sur 3 semaines l'année prochaine. Maintenant, c'est sûr qu'il sera beaucoup plus attendu, y compris par la concurrence. Tout à fait. Et quelque chose qui m'a marqué, Greg, et tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, enfin, c'est cette force de caractère, parce qu'on se souvient qu'il a pris le maillot et qu'il a gagné l'étape, etc. Mais derrière, il n'a pas lâché, parce que je me souviens de sa montée du Mont Ventoux qui avait été très compliquée, où il avait été lâché assez tôt, et je me suis dit, bah merde, là finalement, il va même pas faire top 10, parce que vu comment il prend cher là, enfin, ça va finir à 15, 20 ou 30 minutes à l'arrivée à Paris, et pas du tout. Il a su se remobiliser, il a tenu et il avait vraiment rien à envier au final
Bah, au mec qui était derrière lui au classement général, il a été aussi bon qu'eux à la pédale sur la dernière partie de course. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il s'est fait lâcher quand même assez de bonheur sur une étape de montagne où il pouvait se prendre un gros tir et au final, il s'est accroché. Il a ramassé quelques morts par la suite qu'il a doublé, déposé et en fait, au final, il a pas perdu beaucoup de temps ce jour-là et il s'est accroché par la suite. Il a réussi à aller chercher une belle quatrième place sur le tour. C'est clair que je pense pas que beaucoup de monde l'attendait à ce classement-là au final, mais ouais, c'est très intéressant ce qu'il a pu proposer. Et bah, possiblement, je pense qu'on pouvait peut-être avoir un peu peur de perdre Romain Bardet pour l'équipe, pour savoir qui pourrait jouer un quelconque classement général sur une course de 3 semaines, mais du coup, O'Connor l'a bien remplacé cette année et bah, avec succès. Donc, en tout cas, au moins pour les grands tours, quoi. Mais clairement, Romain Bardet a été remplacé sur ce domaine-là et il est bien remplacé aussi au niveau des classiques par Cosnefroy, par exemple. Donc AG2R n'a pas forcément tout perdu de ce côté-là. Tout à fait. Alors, bah, tu parlais de force de caractère, enfin, on parlait de force de caractère. Ça me permet de venir aux mentions spéciales qu'on a mis un petit peu. On reviendra après sur les déceptions. Autant commencer et continuer sur les aspects positifs. Un coureur qui a montré une vraie force de caractère et qui est allé chercher cette fameuse troisième et dernière victoire sur un grand tour, c'est Clément Champoussin. C'était lors de la 19e ou la 20e, je crois que c'est la 20e étape de la Vuelta où il était présent dans l'échappée. Greg, c'était certainement pas le plus fort. Il était en tout cas vraiment moins fort que les Roglic, Yates, etc., qui ont un peu joué au jeu du chat et à la souris. Et au final, il leur a vraiment bien damé le pion. Il a osé attaquer, il n'a pas lâché et il a remporté un super premier succès de prestige chez les pros. Ouais, c'est ça. Bah, il a su profiter du fait qu'il était encore là au moment décisif où ça s'est regardé et il a mis une sacrée mine et plus personne ne l'a revu avant l'arrivée. Après, c'est clair qu'à la pédale, ça devait pas être le plus fort ce jour-là et que de toute façon, il était présent dans l'échappée matinale, donc il était forcément plus entamé que les favoris du classement général. Et après, oui, c'est vrai que ça s'est beaucoup regardé. Roglic, notamment, avait gagné son étape, donc peut-être qu'il s'est dit que c'était aux autres de rouler, d'aller chercher leur étape, qui s'en fichaient un peu, quoi. Et Champoussin a su revenir sur eux et a su poser un bon démarrage pour pas être revu. Et c'est vrai que c'est une belle force de caractère de sa part et qui confirme quand même pas mal d'espoir placé en lui. Alors après, certains l'ont peut-être vu comme un futur grand grimpeur, mais c'est vrai que là, c'est un très bon baroudeur, passe-partout, efficace, avec pas mal de punch aussi. Donc c'est un coureur intéressant pour l'avenir qui peut briller sur pas mal de terrains différents. Donc ça laisse voir de belles promesses en tout cas. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que nous dit un peu Polska sur le live. J'ai l'impression que le profil de Champoussin est plus celui d'un coureur qui sait monter les bosses à fort pourcentage. C'est vrai qu'on a plus l'impression d'avoir affaire à un attaquant, comme tu l'as dit, et à un puncher qu'à un vrai grimpeur peut-être capable, même s'il est jeune, hein, bien sûr, donc il faut se méfier et on a le temps de le voir évoluer, mais plus qu'à un vrai grimpeur ou un coureur de classement général, contrairement à Aurélien Paré-Pindre que tu citais en début d'émission. Alors pour continuer sur les belles mentions de cette année, il y a un coureur grec qui a aussi retenu mon attention, c'est Stan De Wolf. On n'en attendait pas forcément grand-chose. Il a surtout été recruté dans un rôle de soutien à Van Avermaet et Nassen, mais au final, il fait une jolie saison, consistante là aussi, et il remporte une belle victoire en fin d'année lors des boucles de l'Aune. Ouais, tout à fait, mais il a été, il a fait un début de saison un peu en dedans, certainement utilisé dans un rôle d'équipier pour assister ses leaders, à mon avis. Et on l'a vu un peu plus à son avantage fin du printemps, début de l'été,
avec notamment une deuxième place autour de Wallonie. Déjà, c'était assez intéressant et surtout sur la fin de saison, il a été efficace, lancé par une Vuelta intéressante où il est allé chercher un top 5 d'étape. Et ensuite, c'est vrai que septembre-octobre, c'était pas mal du tout. On a vu au championnat d'Europe, classique Panis, et puis cinquième de Binche-Timé-Binche, quatrième malheureux de Paris Tour, et il conclut quand même la saison par une victoire aux boucles de l'Aulne. Donc c'était très intéressant comme coureur qui arrive à être efficace à la fois sur le plat, dans les petites côtes, qui a une bonne pointe de vitesse aussi, même s'il y a meilleur. Mais ça, ouais, c'est un coureur intéressant qui peut tout à fait s'illustrer sur des classiques lui aussi l'an prochain, et même malgré le fait que en principe il y a quand même pas mal de monde dans l'équipe pour le concurrencer. Alors tu évoques les classiques grecs, ça me permet une transition parfaite vers cet aspect-là. Alors plutôt que de te demander si ça a été une réussite ou pas, parce qu'il y a quand même au final un podium lors du Tour des Flandres pour Van Avermaet, mais on en parlait un peu avant l'émission, Greg, et quand on regarde les performances individuelles, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques beaux résultats finalement. Mais quand on lit les commentaires et les nôtres en premier, mais aussi ceux qu'on voit sur le forum en réponse au bilan qu'on a posté, on s'aperçoit qu'il y a une image plutôt négative de la campagne des classiques. Comment tu expliques ça, que finalement, malgré des résultats bruts, hein, qui sont pas si dégueulasses que ça, qui sont pas exceptionnels non plus, bien entendu, mais pas non plus archi dégueux, on ait une image de loupé de cette saison des Flandriennes? Ouais, alors déjà, il y a aucun moment, je pense que on a imaginé que quelqu'un a pesé sur les courses au point de les remporter. Alors que pourtant, c'est vrai que Van Avermaet fait 3 du Tour des Flandres, il fait 6 du Grand Prix E3, il fait 7 de Dvarsdorp c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on attendait peut-être un petit peu mieux, enfin en tout cas au moins d'exister davantage sur les courses, de peser vraiment plus. Et c'est vrai que quand on regarde le détail des résultats, c'est pas mal du tout, mais on attendait peut-être un peu mieux, et on attendait certainement mieux de Oliver Nassen, qui au final a été quand même pas mal dominé par Van Avermaet. Alors après, je ne sais pas exactement s'il a été utilisé pour l'épauler ou si chacun pouvait jouer sa carte à chance égale. Mais c'est vrai qu'on attendait peut-être un peu mieux de sa part, et même Van Avermaet, c'est vrai qu'il a pas forcément très bien fini au niveau de Paris-Roubaix. Il a pris l'échappée matinale certainement parce qu'il avait pas trop les jambes, et que Nassen, on l'a pas forcément vu du tout sur Paris-Roubaix. Mais c'est vrai que le bilan n'est pas si mauvais que ça. Enfin, il est même relativement intéressant, mais c'est vrai que les commentaires sont assez critiques à ce niveau-là, et que on considère que la saison n'est pas réussie au niveau des classiques. Et c'est vrai que d'un autre côté, il y a peut-être aussi la blessure de Bob Jungels qui a pas arrangé les choses, et qui aura pas permis en fait d'avoir tout le groupe des classiques à la fois flandrienne et ardennaise. Alors, Julien Jourdi pointait un élément qui me paraissait intéressant quand on l'a interviewé en fin d'année. C'est Mylène qui l'a interviewé et vous pouvez retrouver cette interview sur notre site. Mais je voudrais avoir ton avis là-dessus, Greg, pour savoir si c'est une explication qui te paraît plausible ou pas. Lui, en fait, il concevait tout à fait, hein, que la saison des classiques, enfin que la période des classiques n'était pas forcément très bonne, avec une coupure après le Tour des Flandres, justement. Et il évoquait, pour expliquer ça, l'absence de stage d'avant-saison. Il parlait d'un recrutement assez important, hein. C'est vrai qu'AG2R a pas mal recruté à l'intersaison. Et il expliquait qu'en fait, à cause du Covid, les coureurs n'ont pas pu se regrouper entre eux et que c'est une absence de cohésion peut-être qui a coûté certaines belles performances sur les classiques, et qu'il espérait pouvoir inverser la donne l'an prochain parce que cette année c'est plus facile de se retrouver en groupe et de créer l'osmose qui est nécessaire forcément à toute équipe de haut niveau. Bah, ça, c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que si les coureurs n'évoluaient pas ensemble la saison précédente, et
connaissais pas forcément trop, mis à part le fait de courir les uns contre les autres dans le passé. C'est sûr il y avait une cohésion à construire et il est possible, oui, effectivement, sans les stages, il est possible qu'il y ait eu moins de temps passé ensemble, que ce soit à l'entraînement ou ne serait-ce que se regrouper en pré-saison ou à un moment donné dans la saison pour pouvoir préparer les stratégies de course pour les classiques notamment. C'est vrai que ça a certainement pu jouer et c'est vrai aussi qu'on a souvent entendu parler d'un autre côté par exemple de Greg Van Avermaet, que c'est pas forcément le coureur le plus facile à avoir comme coéquipier, en tout cas celui qui se sacrifiera le plus pour un de ses équipiers. Donc c'est vrai que forcément ça faisait un peu le double effet négatif, on va dire, pour avoir la cohésion nécessaire. Donc je pense que de ce côté-là, ça devrait aller mieux l'an prochain. Alors pour finir sur cette saison 2021, et après on ouvrira une petite page Mercato, parce qu'on a quand même pour habitude de parler Mercato, donc on va pas se louper. Là-dessus, Bob Jungels, Craig, alors on a appris qu'il avait été opéré de l'artère iliaque, je crois, c'est la même blessure que Pauline Ferrand-Prévot, si je me trompe pas, mais aussi que Fabio Aru. Donc un gros coup dur, on dirait que ça va mieux, parce que Paris Tour a été plutôt encourageant. Est-ce que tu penses qu'on va retrouver le vrai Bob Jungels l'an prochain? Alors ça, c'est une bonne question. J'espère. C'est vrai que son Paris Tour est assez encourageant et qu'on a l'impression qu'il a retrouvé des bonnes sensations. Alors après, c'est vrai que c'est un cas relativement différent de Fabio Aru, puisque c'est plutôt un coureur qui joue un peu les courses sur un jour plutôt, et ce sera peut-être à son avantage d'ailleurs, parce que c'est vrai que Fabio Aru, on l'a vu parfois sur courant alternatif ou alors qui commençait pas trop mal ses courses après ses blessures, mais qui explosait au fur et à mesure en fait. Plus la course avançait, plus il était inexistant et de ce côté-là, ça va peut-être pas concerner Bob Jungels qui peut-être essaiera de rejouer à nouveau les premiers rôles sur des courses d'un jour Oui, parce qu'on qui parle quand même d'un vainqueur de Liège. ouais, c'est ça, et qui comptera pas forcément sur l'effet de la récupération, même s'il est déclinant un peu au fil des jours. Si c'est sur un jour, ça posera pas de soucis. À voir. Je pense qu'il devrait pouvoir relever la tête. Après, est-ce qu'il retrouvera vraiment le niveau qui était le sien il y a 2-3 ans? J'en suis pas persuadé. Mais je pense, oui, je pense qu'il devrait se concentrer sur les courses d'un jour et peut-être dans un rôle de baroudeur autrement sur les courses à étapes. Ouais, alors pour finir cette émission, comme promis, on va passer au transfert. Je vais inclure Clément Berthet hein, dans le lot parce que des coureurs qui vont rejoindre l'effectif, parce il a rejoint l'équipe qu'à partir du 15 août, du 1er août, pardon, je lisais un commentaire en même temps, il faut vraiment que j'arrête de faire deux choses à la fois. Et Fabio a raison, un petit mot sur Dorian Godon, très régulier et vainqueur en Coupe de France. C'est vrai que Dorian Godon, il fait une belle saison. Petit à petit, j'ai l'impression qu'il franchit des paliers. Et Fabio nous dit même s'il risque de stagner à ce niveau et d'avoir du mal à passer le cap pour le tour, peut-être qu'on peut le voir remporter une étape ouais, sur une course comme la Vuelta. Qu'est-ce que tu en penses, Grégory, de Dorian Godon, avant qu'on passe au Mercato? Dorian Godon, c'est vrai que c'est un coureur très intéressant. Ça fait quand même quelques années qu'on le voit un peu pointer le bout de son nez et que bah, à chaque fois on pouvait se dire il est en train de passer quelques paliers et il devrait réaliser une saison pleine. Et c'est vrai que finalement il a attendu uniquement en 2021 pour faire vraiment cette grosse saison qui est très prometteuse. Après, c'est vrai que dans le passé, on a quand même eu des résultats assez intéressants. C'était peut-être assez souvent des one-shots ou des perfs un tout petit peu en dedans, mais c'est vrai que là maintenant il est monté un peu, il est monté un peu en gamme, il est plus consistant, il est plus régulier enfin il propose en tout cas des résultats assez intéressants sur pas mal de jours du calendrier et je pense que oui effectivement c'est un coureur qui peut aller chercher une étape sur un grand tour en baroudeur ou même en réglant un groupe un peu amoindri.
En tout cas, Ouais, un le peu à point la de Nance Peters, quoi. ouais, c'est ça, mais je pense qu'il peut régler même un groupe d'une quinzaine de coureurs sur une bonne journée. Ça peut être bien pour lui. Ouais, tout à fait. Alors, on va vraiment passer au mercato du coup cette fois-ci. Donc, bah, on peut compter 5 recrues si j'inclus Clément Berthet. Je vais les lister, puis je vais aussi lister les coureurs qui vont quitter l'effectif. Je vous mets la page de nos amis de First Cycling comme d'habitude pour que vous ayez un aperçu. Donc, Félix Gall. Félix Gall qui arrive en provenance du team DSM. Pour ceux qui suivent les catégories de jeunes, il a été champion du monde junior à Richmond en 2015. Je crois, il avait devancé Clément Betwixt-Weir, le français, j'avais oublié son nom. Ensuite, on a Paul Lapera et Valentin Parépin, donc le jeune frère d'Aurélien, qui viennent tous les deux de la structure U23 d'AG2R. Et Antoine Rogel, qui lui arrive de la Conti Groupama FDJ. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce recrutement, Greg? Alors c'est un recrutement très certainement qui est prévu sur le long terme. À mon avis, ça va être des coureurs qu'on va former petit à petit et qui vont certainement devoir prendre de l'importance d'ici 2-3 ans à mon avis. Donc ça va être, mais c'est quand même ça va être des coureurs intéressants qui peuvent s'illustrer sur les terrains assez difficiles, enfin chacun dans leur domaine bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un recrutement d'avenir avant tout. C'est pas des coureurs qu'on a recrutés pour aller chercher tout de suite des résultats et être tout de suite mis sous les feux des projecteurs. Après, c'est vrai que Berthet, par exemple, c'est un cas qui est différent et qui est issu de Delco qui malheureusement a disparu et qui a été récupéré en cours de saison. Et lui sera peut-être prêt un peu plus tôt, à mon avis, que les autres, puisqu'il n'est plus espoir et on comptera déjà un peu plus sur lui. Mais c'est vrai que pour les autres, ce sera plus des paris d'avenir qui vont être un peu équipiers pour commencer, qui vont aller peut-être un peu sur les courses de moindre importance et pour essayer d'obtenir des petits résultats encourageants. Mais ce sont des coureurs intéressants qui ont réalisé chacun des perfs chez les espoirs notamment ou enfin, dans leurs équipes continentales espoirs. Et ouais, c'est des paris intéressants pour l'avenir. Après, c'est vrai un coureur comme Valentin Paré-Peintre, par exemple, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont dû voir comment est taillé le coureur et qu'il va falloir vraiment qu'il prenne de la caisse pour s'acquérir au monde professionnel. Alors, je vais lister maintenant les coureurs qui vont quitter l'effectif. Bah, il y en a 6 au total, donc François Abidar, Julien Duval, Mathias Franck, Tony Galopin, Ben Gastauer et Alexis Goujard. Alors c'est des équipiers modèles hein, pour la plupart, ou des coureurs qui étaient un peu en... J'aime pas trop dire ça parce que c'est pas trop sympa et que c'est pas le but de l'être, mais un peu en fin de course. Est-ce que quand tu vois ces 6 départs de coureurs qui n'ont pas forcément obtenu de résultats depuis un petit moment, tu te dis, Greg, que l'effectif s'est renforcé, que c'est plus ou moins égal ou qu'on a perdu en densité? Donc, c'est difficile à dire parce que c'est vrai que les coureurs qui sont partis n'apportaient plus forcément de résultats. Donc du coup, au final, les quatre qui arrivent, si on ne compte pas forcément sur eux pour obtenir du résultat, au final, du coup, on n'a pas forcément perdu grand-chose. Après, c'est vrai que ce qui est perdu, par contre, évidemment, c'est l'expérience qu'avaient tous les coureurs qui sont partis, ça c'est clair. Mais je pense quand même qu'on n'a pas forcément qu'on n'a pas forcément perdu au change et que même dans ceux qui sont partis, notamment un Tony Galopin par exemple, je pense qu'il avait vraiment besoin d'un nouveau départ, de changer d'air et d'un nouveau défi. De même pour Goujard qui avait vraiment du mal à avoir une bonne condition. Je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge et d'autres aussi comme Bidard. On l'a pas trop vu de l'année. Il a eu des soucis, notamment de santé. Donc je pense aussi que ces coureurs avaient vraiment besoin de se relancer. Et quant à Franck et Gastower, ils se retirent. Je pense que
c'était plus ou moins prévu pour les deux. D'ailleurs, Franck, il me semble qu'il s'est retiré même en cours de saison. Mm. Donc, ouais, et puis c'est intéressant de lancer des jeunes. Il y a pas mal il y a pas mal d'expérience déjà dans l'équipage AG2R pour ce qui concerne les autres coureurs. Donc, c'est intéressant d'avoir un bon mélange entre les jeunes et les coureurs d'expérience. Peut-être, oui, effectivement, il y a peut-être un petit peu trop de coureurs confirmés dans l'équipe. Alors j'ai une dernière question, Greg, pour clôturer l'émission. On entend quelques rumeurs, j'ai envie de dire, en off, notamment par rapport au prochain mercato. Hein. Désolé, on se projette un peu loin parce que c'est dans un an, enfin un peu moins d'un an. Mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de libérer de la masse salariale chez AG2R Citroën? On sait que tout le budget, enfin on a entendu dire que tout le budget n'était pas utilisé et qu'il restait déjà une petite enveloppe pour un gros leader de course par étape, parce qu'il n'y avait pas forcément ce leader sur le marché cette année. Quand on voit aussi les départs de Galopin, qui doit prendre aussi un bon salaire, ce qui est logique vu le statut avec lequel il est arrivé chez AG2R, des départs de garçons comme Mathias Franck et autres, est-ce que à ton avis on ne prépare pas déjà un peu le terrain et on ne cherche pas à faire un gros coup l'an prochain sur le marché des transferts pour AG2R? Bah, c'est tout à fait possible. Déjà, il y aura pas mal de coureurs intéressants qui, à mon avis, seront en fin de contrat l'an prochain et qui n'étaient pas forcément accessibles immédiatement pour la saison 2022. Alors AG2R aura 29 coureurs l'an prochain, c'est pas forcément le maximum autorisé, donc peut-être qu'ils auraient pu avoir plus, mais qu'ils choisissent volontairement de rester à 29 et que ça permet de faire quelques petites économies pour la saison suivante. Donc c'est, oui, à mon avis, il y a peut-être la possibilité, à mon avis, d'aller chercher un leader pour l'année suivante. Je pense que de toute façon, l'équipe sera forcément intéressée pour essayer de se renforcer pour 2023 encore une fois et d'aller chercher ce qui pourrait se faire de mieux sur le marché à ce moment-là et qui pourrait être accessible. Ouais, ouais, et puis il y a un rêve, hein, je crois, il y a un deux rêves chez AG2R, je sais pas s'il est atteignable ou pas, mais je crois qu'on aimerait beaucoup avoir un crossman assez réputé au sein de l'effectif, parce qu'il y a des liens forcément assez anciens avec sa famille, si mes infos sont pas trop mauvaises. Enfin bref, je pense pas trop que ça soit possible, mais après on sait pas, hein. On est encore loin du prochain mercato. Bref, je pense qu'on a fait le tour, Greg, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter. Euh, pas forcément. Après, ça dépend. Enfin, ça dépend quels sont. Enfin, si on peut peut-être essayer de trouver les objectifs pour la saison prochaine, mais est-ce qu'on peut faire éventuellement mieux que cette année sur la saison prochaine? À mon avis, ouais, peut-être que les coureurs, enfin, peut-être une saison plus consistante si Cosnefroy arrive à faire une très bonne saison dès l'entrée de saison, n'est pas perturbé par des soucis physiques, qu'on retrouve un Bob Jungels efficace, c'est vrai que ça peut tout de suite changer pas mal de choses, mais la saison, quoi qu'il en soit, enfin peut-être aussi une saison un peu plus solide au niveau des classiques, mais quoi qu'il en soit, ouais, la Ouais, saison est puis pas je mal pense réussie. que l'an prochain, on signerait pour la même saison, hein, à mon avis, chez AG2R, enfin la même que cette année. Ouais, tout à fait. Après, il y a peut-être aussi un domaine où on n'a pas trop parlé, c'est le sprint. On a quand même quelques sprinters qui c'est pas forcément les top sprinters mondiaux, mais ils ont quand même normalement une pointe de vitesse qui doit leur permettre d'exister, notamment sur les coupes de France qui se terminent au sprint. Donc, il serait quand même intéressant que ces coureurs-là aussi arrivent à s'illustrer, bah, ne serait-ce que sur une course, même un Cholet Pays de Loire par exemple, des courses comme ça qui peuvent terminer au sprint, ce serait intéressant qu'un coureur comme Marc Sarro par exemple arrive à gagner ses courses et enfin, à exister en tout cas, que ce soit Sarro ou Venturini, c'est des courses qui sont à portée, quoi. Tout à fait. Bien sûr, ces belles paroles, je pense qu'on peut clôturer. On suivra tout ça avec attention l'an prochain.
Et ben, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée, à vous remercier de nous suivre toujours aussi nombreux, que ce soit en direct sur Twitch. Je sais que c'est pas évident par rapport à l'horaire, mais on fait un peu suivant nos possibilités. Puis vous avez toujours les replays qui sont disponibles ensuite. Donc bonne journée à tous, bonne journée Greg, et puis à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Merci, salut tout le monde.